Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est une joie pour moi que de partager ce moment qui sera un moment sans prétention mais assez concret. Assez concret. Je voudrais vous parler d'un roi. Ce roi vivait à l'époque du peuple d'Israël de la Bible. Donc on est à peu près à moins 1000 quelque chose, moins 1050, enfin 1050 avant Jésus-Christ. Et il est dit de cet homme dans la Bible qu'il était grand, qu'il était beau. Peut-être qu'on peut baisser un tout petit peu le volume. Baisser un tout petit peu. Merci beaucoup. Qu'il était jeune et beau, plus beau que tous les hommes de son peuple et plus grand que tous les hommes de son peuple. Et cet homme est devenu le roi. Donc, c'est un homme qui est grand, qui est un vaillant guerrier, fils de vaillant guerrier. Son papa s'appelait Kish, et c'était lui-même un vaillant guerrier. Et il était extrêmement beau. Voilà, et puis en plus, comme il est le roi, ça veut dire qu'il a aussi des moyens financiers. Quand on est beau, quand on est très beau, en général, il y a comme une distorsion dans la manière dont les gens vous perçoivent. Bon, je ne sais pas ce que c'est que d'être très beau, malheureusement, mais j'ai remarqué quand j'étais à l'école ou dans certains endroits que quand quelqu'un de très beau fait une blague, tout le monde rit facilement. Quand quelqu'un de pas beau fait la même blague, les gens ne rient pas facilement, sauf si c'est le bouffon de la classe, ou du groupe, ou de l'église, ou du boulot, peu importe. Ou bien quand, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand une très belle femme postule à un emploi, elle aura assez facilement l'emploi d'une manière générale. Est-ce que vous avez remarqué ça ou est-ce que j'hallucine un petit peu? Que vous en semble? Un peu quand même, hein? Un petit peu. Cet homme était donc également intelligent, puisqu'il était capable, pour son armée, c'était, vous savez, des époques où on se faisait la guerre souvent, il était capable de recruter les éléments, les guerriers les plus variants, les stratèges les plus brillants, il était capable de les fédérer, d'être autour d'eux, de les mobiliser, de les mettre en marche, et il avait beaucoup de succès dans ses entreprises militaires également. Et pourtant, à un moment donné, ce roi Saül, qui semble avoir tout pour réussir, tout pour être heureux, a une épine dans le pied. Une grosse épine. Cette épine s'appelle Goliath. Goliath est un guerrier d'un peuple ennemi et c'est un géant, quelqu'un d'immense, musclé, très fort, pas loin de 3 mètres de haut d'après le texte biblique, qui défie en combat singulier un héros quelconque israélite. Et personne ne va aller se battre. Sauf qu'il y a un petit berger, tout jeune, qui s'appelle David. Je vais peut-être pouvoir passer... Voilà, on va peut-être pouvoir avoir le diaporama. Vous aviez vu l'image de Saül tout à l'heure? Ah, voilà Saül. Il est beau, non? Ça m'énerve un peu. Donc voilà, l'homme qui avait tout pour être heureux, tout pour réussir, le plus grand, le plus beau, le roi, le plus riche, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est un petit berger de rien du tout qui va venir défier Goliath et finalement avoir raison de lui et tuer Goliath et enlever cette épine du pied de Saül. Mais voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que comme il revient, les femmes se mettent à chanter les louanges de David au son des tambourins, au son des luttes. Et elle disait, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et la Bible dit que Saül fut très irrité, très contrarié pour ça. Il dit,
À moi, on donne 1000 et à David, on donne 10 000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et le texte biblique dit quelque chose de très intéressant. Le texte biblique dit, à partir de ce moment-là, précisément, Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Il a commencé à avoir de la haine, de la jalousie, de la rancune contre David, qui n'avait pourtant fait que lui ôter cette énorme épine qui s'appelait Goliath. Saül n'a pas été capable d'accepter que quelqu'un soit plus populaire que lui. Saül, c'est un homme comme chacun d'entre nous. Il veut être aimé. Il veut être respecté. Qui ne veut pas être respecté? Il a besoin de se sentir utile, comme tout le monde, et il veut le pouvoir, il veut être le numéro un. J'imagine que nous tous, à un certain niveau, on aime bien avoir un certain pouvoir. Moi, j'aime bien cuisiner les pâtes, par exemple, d'une certaine manière. J'aime bien avoir le pouvoir sur ma cuisine. On a le pouvoir qu'on peut assumer. Mais le problème que Saül a, c'est qu'il souhaite être aimé et il souhaite être populaire en étant le numéro un. Il ne souhaite pas forcément être aimé pour lui-même. Il se sent insécurisé dès que quelqu'un est plus populaire que lui. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête et surtout dans le cœur de Saül. Et on a le sentiment, quand on lit son histoire, que Saül n'est pas sûr de ce qu'il vaut. En fait, à partir de ce moment-là, il va se mettre à faire la guerre à David. Il va essayer de le tuer à différentes reprises parce qu'il craint la popularité et ne supporte pas de ne pas être celui qui est le plus aimé, celui qui a la position la plus élevée de tout point de vue. Cela montre qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque le sentiment de sa valeur propre. Il y a un autre épisode qui le montre, qui est assez frappant. Alors, à cette époque, on n'a pas de démocratie participative ou parlementaire, c'est autre chose, ce sont des théocraties où les prophètes de Dieu, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu, représentent Dieu et guident le peuple ou les rois éventuellement. Et à un moment donné, Saül a reçu une consigne très précise de la part de Dieu, il a désobéi, il a fait n'importe quoi. Et le prophète Samuel vient lui dire ceci. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, et n'est point un homme pour se repentir. Donc là, Saül se fait vertement recadrer par Samuel. Il dit, écoute, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu ne seras plus roi, on va t'enlever la royauté. Alors Saül dit encore, j'ai péché, mais maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. C'est finalement pas si récent que ça de voir des hommes politiques s'accrocher au pouvoir comme des sangsues, malgré toutes les casseroles qui peuvent traîner derrière eux. Quand j'étais plus jeune, je me souviens de l'affaire Bérégovoy ou d'autres affaires où, dès que vous étiez soupçonné ou accusé ou mis en examen, qu'est-ce que vous faisiez si vous étiez ministre? Voilà, on démissionnait aussi sec. Aujourd'hui, il y a des ministres de la justice, des gardes des sceaux, qui sont en plein procès et qui ne lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas d'un millimètre. Où il y a des présidentiables aux États-Unis qui ont 7, 8, 9, 10, 11, 12 procès derrière eux et qui pensent pouvoir assumer la magistrature suprême des États-Unis. Il y a même des débats pour savoir si un président des États-Unis peut être en prison et peut gouverner le pays depuis une prison. On est un petit peu dans ce cas de figure avec Saül, où il ne se demande pas, mais est-ce que, comme je suis le roi, si je suis un mauvais exemple pour le peuple, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un meilleur exemple que moi, un meilleur roi que moi? Il ne se pose pas la question, il s'accroche au pouvoir de toutes ses forces.
Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment que s'il n'a pas ce poste-là, il est en danger. Il est menacé, il est amoindri. Pourquoi? La Bible ne le dit pas. On peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'a pas reçu l'affection de ses parents quand il était petit? Est-ce qu'au contraire, il a été un enfant roi, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, tout le temps? Et il a conçu donc une structure mentale dans laquelle tout lui est dû. La Bible ne le dit pas clairement, mais question toute simple. Si vous êtes sûr de votre valeur, si vous avez une bonne estime de vous, est-ce que vous avez vraiment besoin de vous accrocher comme une sangsue à un poste de responsabilité? Ça peut arriver n'importe où. Si vous êtes émotionnellement stable et solide, est-ce que vous allez paniquer parce que une réputation va vous échapper ou qu'un poste de pouvoir ou de responsabilité ou des moyens financiers vont sortir de votre contrôle? Non. De toute évidence, Saül, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de problèmes émotionnels profonds qu'il n'arrive pas à gérer. Et il y a un épisode très intéressant d'ailleurs où on le voit très clairement. À un moment donné, David, qui est toujours en fuite, se retrouve sur le chemin de Saül dans une grotte d'un endroit qui s'appelle Aïn-Gedi. Et Saül est en train de dormir. David vient subrepticement, coupe un morceau du manteau de Saül et puis s'éloigne et l'appelle et lui dit: écoute Saül, tu vois, j'aurais pu te tuer, mais je te respecte trop pour ça. Donc arrête de me faire la guerre, je ne vaux pas la peine que tu te donnes pour me tuer. Et là, Saül mesure à quel point est-ce qu'il est mentalement abîmé, émotionnellement abîmé. Il se rend compte qu'il persécute David pour rien, que David ne lui veut que du bien, et il se met à pleurer en disant: je reconnais David que j'ai tort et que c'est toi qui as raison et que tu ne me fais pas de mal. À partir de maintenant, je vais être réglo avec toi. Il le dit beaucoup mieux que ça dans la Bible, moi je le dis avec mes mots à moi. Mais cet épisode est à peine passé qu'il revient à ses vieux démons. Et en plus, comme tout être humain, il va décrypter, interpréter le fonctionnement de David, le comportement de David à partir de son propre fonctionnement psychologique. Et donc, comme il est attaché d'une manière pathologique au pouvoir, il va soupçonner sans cesse David et certainement d'autres également de vouloir lui arracher ce pouvoir. Mes amis, si la Bible nous raconte ces histoires, ça n'est pas simplement un titre informatif. En l'occurrence, l'histoire de Saül nous montre qu'il y a dans sa tête et dans son cœur quelque chose qui le pousse sans cesse à s'accrocher au pouvoir et à vouloir détruire tout ce qui pourrait l'éloigner du pouvoir. On appelle cela un schéma de pensée ou un automatisme de pensée qui est lié à des troubles de la personnalité acquis pendant la petite enfance. Je peux parler de Saül avec pas mal de liberté parce que moi-même, j'ai des schémas dysfonctionnels. Alors, la plupart des gens en ont en fait, mais à des niveaux plus ou moins élevés. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, vous allez voir, c'est très simple à comprendre et très intéressant. Mais peut-être que certaines personnes parmi nous, peut-être que vous connaissez des personnes parmi vos amis ou vos collègues qui ont des pensées automatiques ou des schémas de pensée automatiques tels que le sentiment de ne pas avoir de valeur si on s'affirme trop. Il y a des gens qui ont mis en place une stratégie pour être acceptés, pour être aimés, qui consiste sans cesse à s'écraser devant les autres ou à se laisser marcher sur le pied. Ou au contraire, il y a des gens qui ont mis en place une stratégie pour avoir de la valeur qui consiste à taper sur la table, ou à crier, ou à être violent, ou à être dans la critique permanente. Et c'est automatique. C'est au-delà de leur contrôle et bien souvent au-delà de leur conscience. D'autres personnes qui ont le sentiment qu'elles ne valent pas grand-chose, quoi qu'elles fassent. Même des gens
des gens des gens extrêmement brillants, pas une femme qui a par exemple un doctorat, qui obtient un doctorat en physique nucléaire. On dit félicitations, tu étais vraiment brillante, ta thèse a été soutenue de manière magistrale. Non, tu sais, c'est pas grand chose, j'ai reçu de l'aide, de toute manière, bon, je mérite pas vraiment ce doctorat, je pense qu'ils me l'ont donné par pitié. Vous voyez un petit peu le fonctionnement? Peut-être que, voilà, vous connaissez des gens qui fonctionnent comme cela. Ou des gens qui ont le sentiment qu'ils seront toujours seuls, quoi qu'il arrive. Ils peuvent être dans un groupe, ils peuvent être mariés, ils peuvent avoir des enfants, mais ils ont un sentiment d'isolement, un sentiment qu'ils sont toujours à la marge, de côté, laissés pour compte, profondément ancrés, et toute leur manière de percevoir le monde va tourner et graviter autour de cela. Ou d'autres encore qui ont le sentiment d'être toujours victimes d'injustice, comme Calimero. Ceux qui ont mon âge ou plus se souviendront peut-être de Calimero, un petit poussin qui disait toujours « c'est trop injuste ». Oh, ça me ramène en enfance. Ces schémas de pensée, il y a deux auteurs qui s'appellent Yang et Klosko qui les ont formalisés dans un ouvrage et les ont intitulés les schémas d'inadaptation précoce. Et ces schémas d'inadaptation précoce, ils font souffrir ceux qui les portent et ils font souffrir ceux qui sont autour d'eux. Ici, vous voyez le roi Saül, bon, ce sont des images de représentation bien sûr, le roi Saül et son fils Jonathan. Jonathan est ami avec David et Saül le vit très mal. Et il va dire à Jonathan, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami David, le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, on doit le chercher comme on l'amène, car elle est digne de mort. Et quand Jonathan va refuser de collaborer à la mort de David, Saül va le menacer, va même essayer de lui jeter une lance pour le tuer. Et donc, vous voyez le potentiel de contagion qu'il y a quand on est atteint d'un schéma d'inadaptation précoce, peut-être de mésestime de soi en l'occurrence, et avec un autre qui pourrait être tout médu. Voilà, deux schémas qui font beaucoup de dégâts quand ils sont mis ensemble. Je reprends. Hein. Premier schéma, mésestime de soi, on peut supposer que Saül a ça. Deuxième schéma, tout médu. Quand vous les mettez ensemble, ça fait beaucoup de dégâts. Si en plus vous donnez le pouvoir à des gens qui fonctionnent comme cela, ça fait des étincelles. Je voudrais donc ce soir vous parler des blessures émotionnelles qui sont liées à des schémas d'inadaptation précoce. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma d'inadaptation précoce? Je vous propose 4 axes. C'est un motif psychologique profondément ancré dans l'esprit de la personne qui le porte. Ce motif s'est construit pendant la petite enfance. Et je vais l'illustrer tout de suite, comme ça sera clair pour tout le monde. Vous prenez un enfant. Il naît dans une famille équilibrée. Vous lui dites « Je suis tellement content que tu sois là, mon enfant. Tu vas faire de grandes choses, tu iras loin dans la vie. Et même si tu as des difficultés ou que tu as du mal avec l'école, on va t'aider, on va te soutenir. » Vous avez un enfant qui va grandir avec une assez bonne estime de lui-même et une certaine tranquillité. Si vous avez des parents qui vous répètent sans cesse « Imbécile, tu vas finir en prison comme tous tes frères » et qui vous le répètent depuis que vous êtes tout petit, dès que vous faites la moindre bêtise, on vous explique que vous êtes un incapable et que vous allez vous planter, que vous êtes un moins que rien, vous allez grandir avec l'idée que vous êtes un moins que rien. Et cette idée, ce ne sera pas juste une idée, ce sera un petit peu le socle sur lequel vous allez vous construire et ce seront un petit peu comme les lunettes au travers desquelles vous allez percevoir le monde. Donc ce motif, il se construit pendant la petite enfance. Il induit ce qu'on appelle une compulsion de répétition.
C'est-à-dire qu'on a une tendance à se retrouver dans des situations où le schéma va se répéter. Je donnerai plusieurs exemples concrets après, ne vous inquiétez pas. Et la plus grande force de ce schéma, c'est qu'il est furtif. Qui peut me donner une définition succincte du mot furtif? Non, ça c'est fugace. Furtif, c'est un tout petit peu différent. Voilà, qu'il ne se voit pas. On dit par exemple de certains avions de guerre qui sont furtifs parce qu'ils sont camouflés, ils ont des peintures anti-ondes radar. Furtif, c'est un peu invisible, discret. Donc ces schémas ne s'annoncent jamais en tant que tels et je donnerai encore une fois des exemples, vous verrez, c'est très simple à comprendre. Et puis pour terminer, le schéma se perpétue au détriment de l'être tout entier. C'est-à-dire que le schéma, il va vous amener à répéter certaines situations qui vont vous faire du mal et faire du mal aux gens qui sont autour de vous. Comme Saül. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Saül, lisez-la, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant. Il a été jusqu'à promettre de donner d'abord une de sa fille aînée, puis ensuite une deuxième, Michal, Mérab d'abord, Michal ensuite, à David, s'il tuait un certain nombre d'ennemis, en espérant que David se ferait tuer. Donc ce schéma a été jusqu'à quelque part prendre une de ses filles et puis la mettre comme un appât pour tuer David. Donc c'est un schéma qui fait du mal aussi aux gens autour de soi. Donc je voudrais vous montrer maintenant. Voilà, je pense qu'on a le... Est-ce que je peux avancer? Non, je vais être obligé d'avancer ici, je pense. Donc dans ce livre que je vous conseille très vivement, qui s'intitule « Je réinvente ma vie » de Young, comme jeune en anglais, et Klosko, K-L-O-S-K-O. Peut-être que dans le chat du Zoom, on pourra le mettre tout à l'heure, je ne sais pas. On parle de différentes catégories de besoins qui peuvent être mal satisfaits et donc générer du schéma. Et on va rentrer maintenant très vite dans le concret. Imaginez par exemple que une petite fille soit la fille d'un ministre de l'Intérieur et d'une conférencière internationale. Donc ce sont des parents extrêmement occupés qui ne sont jamais là, qui ont beaucoup d'argent, qui vont payer une nurse. En plus, de temps en temps, la nurse ne leur plaît pas, donc ils la changent. Et donc, ils offrent des tas de cadeaux à la gamine, mais la gamine, quelque part, elle ne voit jamais ses parents, elle n'a jamais le sentiment que ses parents l'aiment, que ses parents se soucient d'elle, que ses parents sont là, sont présents, tout simplement. Donc, elle va développer un sentiment d'abandon, et ce sentiment d'abandon qu'elle va acquérir dans sa petite enfance sera la norme, sera sa norme. Sa norme qui va la pousser, très curieusement, à adopter 3 attitudes. Et c'est vrai de tous les schémas. Première attitude. Ah oui, il faut que j'appuie ici. C'est ce qu'on appelle la reddition. Qui peut me dire ce qu'est une reddition? On fait un petit peu de vocabulaire ce soir ensemble aussi. À quel moment est-ce qu'on prononce une reddition? Oui, quand on se rend, c'est ça. Par exemple, si la police arrive et me braque, je me rends. Reddition, je me rends. Le schéma d'abandon, finalement, il est dominant. On se rend non pas volontairement et non pas consciemment, mais ça fonctionne comme ça, quoi. Il domine. Eh bien, on va instinctivement tomber amoureux de partenaires indisponibles. Un exemple concret. Un de mes amis qui avait peut-être un schéma de ce type-là. Bon, c'était un bel homme, hein. Bel homme de, je sais pas, 25-30 ans. Ça remonte à quelques années déjà, ça remonte à 20-30 ans, mais il ne tombait amoureux que de femmes
qui étaient soit trop jeunes, soit trop vieilles, soit pas assez comme ci, soit trop comme cela. Bref, des femmes avec lesquelles il me disait de toute manière ce sera pas elle, de toute manière ce sera pas elle, de toute manière ce sera pas elle, de toute manière ce sera pas elle. Mais à un moment donné, il a lu ce livre et puis il est marié maintenant avec des enfants, etc. Les choses se sont arrangées. Il s'est rendu compte qu'il était dans un fonctionnement qui, quelque part, l'amenait à choisir des partenaires non disponibles ou des partenaires non valables sur la durée. J'avais rencontré un autre jeune homme qui était un petit peu dans la même mécanique, mais d'un autre état d'esprit, l'état d'esprit de la séduction. Et donc, beau jeune homme qui multipliait les conquêtes féminines et qui me disait, tu sais, ce que j'aime, c'est vraiment les faire tomber, en fait, les faire craquer, les filles. Et puis après, une fois que bon, on est ensemble, ça ne m'intéresse plus vraiment, je laisse tomber, je casse et puis je recommence avec quelqu'un d'autre. Et donc, il avait mis en place tout un système de valeurs dans lequel c'était très valorisant d'être vrai don Juan, de rouler des mécaniques, de séduire des femmes, etc. Mais le résultat de cela, c'était qu'il était sans cesse dans une instabilité émotionnelle. Tout le temps, 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 tout le temps. Donc le schéma, de manière inconsciente, pousse les gens à choisir des partenaires qui ne sont pas disponibles ou des amis qui ne vont pas vraiment les considérer ou prendre soin d'eux. J'avance. Une autre possibilité, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que je ne veux pas être abandonné, j'ai conscience que j'ai un problème avec l'abandon, je ne veux pas être abandonné, et donc je vais éviter de m'attacher à des gens de peur qu'ils ne m'abandonnent. Vous me suivez? Je ne vais pas m'attacher de peur d'être abandonné. Mais le résultat de cela, c'est que je suis seul. Et donc dans une forme d'abandon. Et encore une fois, le schéma s'est satisfait. Et puis, la troisième attitude caractéristique, quand on a un schéma d'abandon, ou un schéma quelconque, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Et donc, si j'ai peur d'être abandonné par ma partenaire, je vais sans cesse lui demander de me rassurer. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'ai dit que je t'aime. Ça fait 5 minutes que je te l'ai dit. Oui, mais tu peux avoir changé d'avis entre-temps. Tu m'aimes vraiment? Bien. Bon, mais bonne journée. À peine parti, je l'appelle. T'es où? Ben, je suis dans la voiture, je vais au travail. Ah bon? Tu es toute seule dans la voiture? Ben oui, je suis tout seul. Bon. Prends une photo de la voiture que je vois si tu es bien toute seule. Très bien, très bien. Mais non, mais la vidéo, il tourne très vite que je vois s'il n'y a personne qui se planque. Bien, très bien. Et au travail? T'es où? T'es au travail? Ça se passe bien? Ça va? Personne ne te drague? Vous voyez? Un comportement ultra possessif, qu'est-ce que ça va générer chez ma partenaire, à votre avis? La fuite. Pourquoi? C'est envahissant, c'est insupportable, c'est irrespectueux, et puis c'est pathologique. Donc quelqu'un qui n'a pas un schéma excessif de soumission va fuir logiquement. Peut-être que quelqu'un avec un schéma de soumission très marqué restera éventuellement parce que cela satisfait son schéma de soumission. Est-ce que ça va pour ce premier schéma? Si vous voulez poser une question entre-temps, n'hésitez pas. Hein, ce n'est pas vraiment un grand colloque, on est entre nous, on parle un petit peu. Et puis éventuellement sur Zoom aussi, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser, on peut me les répercuter, s'il y en a. Donc, les 3 modes de réaction à un schéma sont la reddition, deuxièmement, je vous écoute, merci, l'évitement, et le troisième, celui-là était marqué là-haut, vous avez moins de mérite. Donc, reddition, évitement, surcompensation. Je continue. Schéma, méfiance et abus. J'ai rencontré un jour une femme, c'est une femme que j'ai suivie pendant 2 ans, probablement la personne que j'ai suivie pendant le plus de temps, qui en était à son 5e mariage. Un désastre.
tous ces mariages, sans exception, se passaient de la même manière. On tombait sur des hommes d'abord courtois, élégants, séducteurs, galants. Et puis, une fois la bague passée au doigt, les choses changeaient. Elle était insultée, battue, humiliée, abandonnée, et le dernier avec lequel elle était lui avait fait peut-être 120 000 francs, c'était des francs à l'époque, 120 000 francs de dette. 120 000 francs, c'est l'équivalent de quoi? Peut-être de 15 000 euros? 100 000 francs. 15 000 euros. Donc 20 000 euros, en l'occurrence, c'était 120 000 francs. Ouais. Merci. Donc 20 000 euros de dette. Carte Leroy Merlin, carte Carrefour, crédit ceci, Finareff, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, il a disparu dans la nature. Il signait des choses dans son nom et puis il a disparu dans la nature. Elle me disait, les hommes sont tous des vauriens. Elle le disait avec un autre vocabulaire que cela, bon, je ne peux pas me permettre. Elle pensait que tous les hommes avaient le même fonctionnement. En réalité, elle était attirée systématiquement. Elle n'était attirée que par des hommes qui avaient le profil d'abuseurs. Alors, vous allez peut-être me demander, mais comment est-ce qu'elle pouvait savoir? Elle ne sait pas. Ça se passe au niveau inconscient. Et au niveau inconscient, il y a tout ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle la communication non verbale. En fait, les communicateurs vous disent que la communication, c'est 10-15% de mots et 85% de non-verbal. Les petits gestes, les petits mimiques, les micro-crispations des muscles autour des yeux, tout cela, ça parle et c'est perçu en partie par le conscient, en partie par l'inconscient. Si on est dans l'évitement, j'ai oublié de vous dire, cette femme, elle avait été abusée par ses parents quand elle était jeune. Elle avait donc un schéma d'abus profondément ancré. Et donc, elle était attirée par des gens. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler des jeunes filles qui sont attirées par les bad boys. Ça vous dit quelque chose? Par les mauvais garçons. Voilà. C'est un petit peu ce syndrome-là. Si on est dans l'évitement, bien, on ne veut pas que la personne qui est en face de nous nous fasse du mal, nous abuse, et par conséquent, on va simplement éviter de s'impliquer dans des relations susceptibles de déboucher sur une forme d'abus, que ce soit un abus verbal, un abus physique, un abus économique, un abus psychologique, un abus spirituel, parce que ça existe aussi les abus spirituels. Bien, on va éviter de s'impliquer avec la personne. Et puis, dans la surcompensation, l'abusé devient abuseur. C'est-à-dire qu'on se dit, alors j'ai pris des coups quand j'étais petit, maintenant c'est moi qui en donne. Plus personne ne va me toucher. Dès que j'ai une contrariété, je cogne, ou je crie, ou je menace, ou je m'agite. Surcompensation. Dans tous les cas, le schéma se satisfait. Un autre cas que j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu, enfin de suivre, c'est un grand mot, hein. Je suis pas psy du tout, moi je suis un petit pasteur, mais parfois il faut accompagner les gens dans leurs difficultés. Et cette petite dame-là, elle avait un mari dont il était avéré qu'il était un pervers narcissique. Alors, pervers narcissique, c'est une catégorie particulière. J'ai lu 2 livres à ce sujet-là. Pervers narcissiques, ce sont des gens qui ont une maladie mentale. Pour être un peu simpliste, ce sont des gens qui ont quelque part une détestation de soi assez grande et qui vont projeter leur haine de soi sur autrui et qui vont donc sans cesse essayer de détruire, rabaisser, humilier autrui. C'est une projection sur autrui de la haine qu'on a de soi-même. Et les spécialistes de la question, on a eu même une rencontre pastorale avec tous les pasteurs, tout un week-end sur ce sujet-là, et les spécialistes disent, c'est que quand on est pervers narcissique, on ne guérit pas.
On ne prend pas de cachet et puis c'est réglé, quoi. Ou bien on ne va pas un psy 2-3 fois et puis c'est réglé. C'est quelque chose qui vous suit. Et les gens qui sont les spécialistes de ce sujet-là disent que quand on est confronté à un pervers narcissique, il y a une seule chose à faire. Est-ce que vous savez laquelle? Oui, j'ai entendu. Fuir. Merci beaucoup. Parce que on n'a pas souvent ce sont des gens très intelligents, en plus on n'a pas les moyens de les changer. Et ils ont un potentiel de destruction qui est considérable. Donc fuir. Et donc cette petite dame était mariée à un pervers narcissique. Elle avait lu des livres sur la question et s'était posé la question. Elle était violentée, insultée, tapée. Même enceinte, elle prenait des coups. C'était très dur. Et donc, ma première... je ne donne pas facilement de conseils. Personnellement, je n'aime pas donner des conseils. Mais alors là, j'ai donné un conseil. Je lui ai dit, écoute, mets-toi en sécurité. Pars. Va chez tes parents, trouve un autre appartement, quelque chose, mais pars, ne reste pas avec lui. Ne reste pas. Eh bien, curieusement, c'était une discussion assez longue où elle trouvait sans cesse des arguments pour rester. Des arguments dont la valeur intrinsèque n'est pas vraiment argumentative, mais qui servaient à justifier le fait qu'elle reste. Par exemple, elle disait « Je suis sûre que ça va s'arranger ». Alors je lui demande « Mais tu as lu les livres? Tu penses que ça va s'arranger ?» Elle réfléchit. « Ah non, non, ça ne va pas s'arranger. Mais je suis sûre que je peux apprendre quelque chose et que je peux grandir de cette épreuve. » Bon, d'accord. Est-ce que tu te sens grandi? Est-ce que tu te sens meilleur dans cette épreuve? Elle réfléchit un petit peu, elle me dit non. Ensuite, elle déplace le débat sur un plan spirituel, religieux. Oui, mais Jésus-Christ lui-même a souffert, donc c'est normal que moi aussi je souffre. Alors je lui demande, mais est-ce que tu penses vraiment que Jésus veut que tu sois là, te faire tabasser alors que tu es enceinte? Elle réfléchit un tout petit peu, elle me dit, ah non, non. Et ainsi de suite. Je ne conteste aucun de ses arguments, je la mets en face de ses propres arguments, et elle se rend compte que ces arguments ne tiennent pas debout. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un schéma de mésestime et de honte qui est dû aussi à une maltraitance dans la petite enfance, et que ce schéma va assujettir l'intelligence et les émotions de cette dame, et elle va raisonner à partir de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas son intelligence pure qui résonne dans le vide, son intelligence est contrôlée par le schéma de mésestime. Vous me suivez? C'est assez vicieux. Et plus vous êtes intelligent, plus c'est compliqué de s'en rendre compte. Parce que, une fois que votre intelligence est assujettie à vos émotions négatives, à vos blessures émotionnelles, à vos schémas d'inadaptation précoce, eh bien vous êtes capable de développer des raisonnements qui tiennent debout, même s'ils sont faux, ils sont convaincants. Même si, quand on les compare avec la réalité objective des choses, ça ne tient pas, mais comme ils sont bien structurés, ça fait sens. Et l'être humain est très fort pour renforcer ses propres croyances. Et donc, cette petite dame voulait absolument rester, restait et trouvait des raisonnements pour rester avec cet homme qui la rabaissait sans cesse et dont elle savait qu'il ne changerait jamais. Quand on a le schéma de mésestime de soi, de honte, on va éviter d'exprimer ses vrais sentiments ou de se dévoiler devant autrui de peur d'être blessé et humilié. Mais le problème, c'est que pour être valorisé, on a aussi besoin du regard des autres. Et donc, à ne se dévoiler à personne, quelque part, on est aussi dans une forme de mésestime de soi, parce que finalement, on ne peut jamais être vraiment soi-même en face des autres. Et quand on est dans la surcompensation, eh bien, on va avoir un complexe de supériorité. Vous savez, moi, j'ai joué au tennis, c'est pas vrai, c'est une illustration, hein. Non, je ne joue pas au tennis. Je sais à peine dans quel sens on tient la raquette. Mais voilà, moi j'ai joué au tennis. Je n'ai pas été dans le circuit pro, mais j'aurais pu. Je pense que j'aurais été facilement dans le top 5 mondial les 2 premiers mois. Après, je serais monté, bien sûr, naturellement. Et puis,
J'ai chanté un petit peu à l'école des fans quand j'étais petit. Ah oui, ceux de ma génération au plus vieux se souviendront peut-être de Jacques Martin. Oui, c'est là où on se rend compte qu'on vieillit quand même. Mais si je voulais, je pourrais être chanteur d'opéra, de classe internationale, évidemment. En toute humilité, je veux dire. Hein. D'ailleurs, en termes d'humilité, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je veux dire, je suis un maître de l'humilité. Il n'y a personne de plus humble que moi. Vous voyez un petit peu les gens qui sans cesse sont dans la surenchère, dans la démonstration de leur excellence, qui ne peuvent pas dire 3 phrases sans montrer à quel point ils sont bons, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont intelligents. On en croise parfois. Ça dit surcompensation. Je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai de gros doutes sur ma valeur, et donc, méthode Coué, je vais sans cesse m'efforcer de paraître parfait, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens autour de moi, ils vont réagir comment? Ben oui, pourquoi? C'est insupportable. Les gens qui ramènent tout à eux sans cesse, qui n'arrêtent pas de la ramener, de montrer à quel point ils sont meilleurs que les autres, oui, c'est insupportable au bout d'un moment. Et donc, quelque part, on va leur renvoyer une image qui va, quelque part, détruire leur estime d'eux-mêmes. Encore plus. Voyez? Et dans tous les cas, le schéma est satisfait. Je voudrais savoir si vous avez des questions à ce stade-là. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Allez, je prends un dernier exemple. Il y en a beaucoup, mais je crois que le temps a bien avancé. Je prends un dernier exemple. L'exemple de l'isolation. C'est un petit peu comme l'abandon, mais c'est un peu plus un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude profond, intérieur. Alors, quelqu'un qui a développé ce schéma-là va percevoir le monde au travers de son sentiment d'isolement qui va assujettir son intelligence et qui va l'amener à tout interpréter de travers. Pour résumer, supposons maintenant que j'ai ce sentiment d'isolement. Moi, j'ai trop Camille. C'est quand même bizarre ces gens qui me regardent comme si j'étais un cancre là. Je suis sûr qu'ils ne m'aiment pas. De toute manière, je ne serai jamais comme eux. On est trop différents. Vous voyez un petit peu l'idée? Et si, par exemple, Jonathan, mon ami Jonathan qui est à la caméra, invite Olivier à manger et que je l'entends et qu'il ne m'invite pas, je vais arriver à quelle conclusion? Il ne m'aime pas, il ne veut pas de moi. Parce que de toute manière, je serai toujours seul. Personne ne m'aimera jamais vraiment. Et si au contraire, il m'invite, je vais arriver à quelle conclusion? Est-ce qu'il m'invite par pure amitié et pure envie de m'avoir? Ce n'est pas par pitié. Il m'invite pour bien me faire sentir à quel point lui est entouré d'amis et à quel point moi je suis nul et différent et à quel point je suis seul. Vous voyez? Quand je suis dans la reddition, je vais me focaliser uniquement sur ce qui clive, ce qui me maintient dans un sentiment d'isolement, de différence, de marginalité. Si je veux éviter de ressentir cela, je vais tout simplement éviter de fréquenter des gens pour ne pas me sentir seul. Parce que finalement, la solitude, ça peut être encore plus pénible quand il y a plein de gens autour de soi et qu'on a le sentiment d'être invisible. Et donc, pour avoir la solitude peut-être la moins pénible, je vais éviter d'être dans des groupes, tout simplement. Mais, évidemment, ça ne va pas arranger mon problème de solitude intérieure. Et puis enfin, pour terminer, si je suis dans la surcompensation, je vais devenir un vrai caméléon. Ah, tu aimes le foot, moi aussi. Ah, tu détestes le foot, moi aussi. Je ne peux pas les supporter. Et Mbappé, tout ça, blablabla. Bla. Je vais me fondre pour générer une pseudo-acceptation, une pseudo-appartenance qui n'a pas le pouvoir de me satisfaire vraiment puisque je ne peux jamais être, moi, accepté par les autres. Et donc, je vais me sentir isolé. Dans tous les cas, le schéma gagne. Pourquoi est-ce que le schéma gagne? Parce qu'on ne se rend pas compte que le schéma nous mène par le bout du nez, comme Saül, qui pendant des années a traqué David, pendant des années, alors que David ne lui voulait que du bien.
Son schéma l'a mené par le bout du nez et ça arrive à plein de gens, très bien. Moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon épouse, c'est arrivé à plein de gens que je connais. Tant qu'on n'a pas conscience de ce qui se joue, ton schéma, il te mène par le bout du nez, il assujettit tes émotions, il assujettit ton intelligence et ton intelligence devient ton propre ennemi parce que tu te mets à rationaliser et à accepter des situations qui ne sont pas normales et qui ne sont pas bonnes pour toi ni pour ton environnement. Un petit peu comme la jeune fille dont je vous parlais hier, qui acceptait d'être battue par son petit copain, parce que maman était battue par papa, grand-maman par grand-papa, les tatas étaient battus par les tontons, etc., etc., etc. Et donc, son intelligence rationalisait d'une certaine manière et normalisait ce qui était anormal, acceptait ce qui était inacceptable. Voilà un petit peu, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie de découvrir les schémas, ce n'est qu'un vague survol. Hein. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'en sort? Et surtout, comment est-ce que Dieu peut nous aider à aller au-delà des schémas? Il me reste combien de temps, grand chef? Je peux continuer encore un petit peu? Bien, merci. Il y a quelques petites astuces qui permettent, je vais commencer avec les petites astuces, qui permettent de se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Première, c'est ce qu'on appelle l'introspection. La Bible en parle, la Bible dit « examinez-vous vous-même ». L'examen, c'est quelque chose d'assez méticuleux, c'est quelque chose d'assez précis. Ce n'est pas juste un vague aperçu, c'est quelque chose de méticuleux. L'introspection. On regarde à l'intérieur de soi et on se demande « est-ce que c'est bien normal que je me sente toujours aussi seul alors que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai une communauté, je vais au club de sport et je me sens toujours aussi seul. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de moi? Ou bien, est-ce que c'est bien normal que je me sens toujours très en colère quand on me contrarie et qu'on ne me donne pas raison? Parce qu'il y a un schéma qui s'appelle « tout m'est dû ». C'est un petit peu le syndrome des enfants, quoi. Vous savez, des enfants auxquels on n'a pas mis de limite. Est-ce que c'est bien normal de me mettre en colère dès qu'on me contredit? De venir même parfois à la rage, voire à la violence. Voilà, prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi, tranquillement, dans une certaine lenteur, ce qu'on ressent, pour pouvoir se poser les bonnes questions. Si on n'y arrive pas, il y a une autre astuce qui s'appelle l'extrospection, c'est se regarder agir de l'extérieur. Donc je vais prendre l'exemple de celui qui avait le sentiment d'abandon et qui harcelait sa femme pour savoir où elle était. Il faut qu'il prenne un petit peu de temps pour se visualiser en train d'agir. Et là, il va se fermer les yeux, se visualiser dans la cuisine, aller au téléphone, envoyer un texte, secouer la tête d'un air soupçonneux, renvoyer un texto, redemander une photo, redemander des preuves, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il va se voir agir de l'extérieur et il va se rendre compte qu'il a un vrai problème. En fait, c'est très curieux, mes amis, mais on peut être dans des fonctionnements tout à fait pathologiques, mais ne pas se rendre compte parce qu'on est absolument obsédé par nos problématiques. Par exemple, on peut être obsédé par la jalousie et obsédé par toutes les occasions d'infidélité et de trahison qu'il pourrait y avoir, à tel point qu'on ne se rend pas compte qu'on agit de manière anormale. Vous voyez, on peut être tellement le nez collé à notre problématique, à notre schéma, qu'on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est prendre un peu de distance, un peu de recul, un peu de hauteur. Et l'introspection et l'extrospection, ce sont deux outils qui permettent cela. Parfois, on n'y arrive pas tout seul. Parfois, on a besoin de l'aide d'amis ou de l'aide du conjoint. Si le conjoint vous dit « tu as un vrai problème, tu ne peux pas m'appeler toutes les 37 secondes pour me demander si je t'aime, là ça ne va pas, il faut que je travaille, il faut que je mange, il faut que je dorme, il faut que je vive. » Là, tu as un vrai problème. Parfois, c'est blessant d'entendre cela, mais ce qui est blessant peut être salutaire aussi. Et on peut alors demander de l'aide éventuellement. Quand on reconnaît un motif comportemental, quand on reconnaît des pensées automatiques, quand on reconnaît des réactions émotionnelles
je sais pas, une peur automatique ou une colère automatique ou une angoisse automatique. Là, on se dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on met des mots dessus et on est capable d'identifier à ce moment-là le schéma. Et à partir du moment où on a identifié le schéma, tout change. Le schéma, il ne disparaît pas, mais à partir du moment où vous l'avez dans le collimateur, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe, vous êtes capable de comprendre ce qui se joue. Et vous pouvez reprendre une certaine dose de contrôle et de maîtrise sur votre vie. Et pour raffermir cette maîtrise, vous pouvez parler à l'enfant qui est en vous. Essayez de comprendre comment est-ce qu'il a été marqué par l'absence de papa et de maman. Comment il a été marqué peut-être par la violence de papa ou de maman. Comment est-ce qu'il a été marqué par la violence de papa vis-à-vis de maman ou de maman vis-à-vis de papa, ou de la violence verbale ou de l'indifférence ou de l'absence d'amour ou de ceci ou de cela. Parce que tout cela façonne la vision du monde des individus que nous sommes. Et ensuite, au travers de cette carte du monde que nous avons dessinée dans notre petite enfance, nous allons interpréter le monde que nous vivons au travers de ces filtres, au travers de cette compréhension. Et donc, il est bon de pouvoir écouter l'enfant qui est en soi et de peut-être lui dire « Oui, tu as été abandonné quand tu étais petit. Oui, tu as été maltraité quand tu étais petit. Oui, maintenant tu as peur, mais c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu souffres, c'est normal que tu sois angoissé. Mais c'est moi qui vais choisir comment je veux construire ma vie. Ça n'est pas à toi. Ça n'est pas à l'enfant traumatisé en nous de déterminer toutes nos réactions et de déterminer la manière dont nous allons pouvoir être heureux ou pas, ce que nous allons choisir de faire ou pas. L'écouter, oui. Lui laisser le contrôle, non. Et puis lui parler par écrit ou par oral. L'écrit, c'est extrêmement précieux, mes amis. Parce que l'écrit, cela vous force à être précis dans votre pensée. Vous pouvez manier l'écrit, vous pouvez effacer un passage, le remplacer par un autre, jusqu'à ce que vous soyez vraiment exactement au clair sur ce que vous souhaitez dire. L'écrit, c'est une aide précieuse. L'analyse de ce qui se passe. Alors, pour pouvoir analyser correctement ce qui se passe, déceler et neutraliser dans une certaine mesure les schémas, ou en tout cas leur ôter leurs dents, leurs griffes et leur laisser moins de pouvoir sur nos vies, eh bien, il faut prendre le temps d'analyser. Est-ce que vraiment, je crois que en 37 secondes, ma femme peut avoir retrouvé un amant? Est-ce que je crois que simplement en se retournant très vite avec son téléphone, je neutralise toutes les possibilités d'infidélité? Est-ce que ça tient debout, ça, intellectuellement? Pour pouvoir raisonner sainement, il faut être un petit peu en retrait de la réaction émotionnelle et de l'angoisse sous-jacente. Il faut prendre un petit peu de hauteur un petit peu de distance par rapport à la peur qu'on peut ressentir, ou à la colère, ou à la honte, ou à la mésestime. Donc, exposer les faits, invalider vos schémas par le raisonnement. Et là, d'un seul coup, notre intelligence devient non pas notre ennemi, assujetti au schéma dysfonctionnel, mais elle devient notre allié. Trouvez les contre-exemples qui vous montrent que votre schéma assujettit votre intelligence. Oui, ma femme me supporte alors que je l'appelle toutes les 5 minutes, elle doit vraiment m'aimer. Il faut que j'arrête de la harceler, elle doit vraiment m'aimer. Il faut que j'apprenne à la croire, elle doit vraiment m'aimer. Et là, mon intelligence vient à mon secours au lieu de me planter. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des thérapeutes professionnels. Donc, vous savez, les thérapeutes, c'est comme les boulangers, c'est comme les professeurs, c'est comme les pasteurs, c'est comme les politiciens. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, puis il y en a des mauvais. Mais quand vous trouvez un bon thérapeute, c'est... Ah non, les pasteurs, on est tous bons, pardon. je retire. Il faudra couper au bout. Non, je plaisante. Non, les pasteurs aussi, il y en a des bons, il y en a des moins bons, bon, il y en a des mauvais. C'est comme ça, c'est tous les êtres humains, tout simplement. Quand vous avez trouvé un bon thérapeute, c'est une aide extrêmement précieuse. Alors évidemment, il faut que ce soit un thérapeute qui ait les mêmes valeurs que vous, idéalement, de valeurs positives, enfin bon, je veux dire, mais
c'est précieux. J'ai eu l'occasion moi-même de faire appel à un thérapeute lors de 3 séances qui m'ont fait un bien extraordinaire. Parce qu'un thérapeute, vous pouvez parler du fond de votre cœur sans peur d'être jugé, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être stigmatisé. Et c'est extrêmement précieux. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis communiquer. Moi, j'ai certains schémas qui sont liés à ma petite enfance. Ben, j'en ai parlé à mes parents. Sans haine, sans colère, sans les juger parce qu'eux-mêmes ont fait ce qu'ils ont pu. Mais j'en ai parlé. Ça a fait du bien. Et puis du coup, on comprend mieux les parents en question. Et on se comprend mieux soi-même et les choses vont mieux quand c'est possible. Parfois, on peut même le faire à titre posthume. J'ai vu des gens qui, quand le papa est mort, par exemple, avaient des choses qu'ils n'avaient pas pu lui dire, ben, ont écrit une longue lettre et puis l'ont glissée dans la tombe ou quelque chose. Voilà, pour quand même pouvoir dire, ça peut être vraiment quelque chose qui aide à diminuer l'emprise que le schéma peut avoir sur nos émotions et sur notre intelligence. Ça, c'est un petit peu la même chose, donc je vais passer. Et je vais aller tout simplement à ma conclusion. Dieu nous a créés avec un cerveau qui a une capacité extraordinaire, c'est la neuroflexibilité. C'est la capacité d'apprendre de nouvelles choses et de s'adapter, d'avoir une sorte de souplesse mentale, si vous voulez, d'apprendre de nouvelles choses. Et si j'ai été inquiet toute ma vie, je vais reprendre l'exemple du schéma d'abandon, et que je n'ai jamais eu confiance dans mes amis, dans ma femme ou dans mes femmes successives, parce qu'à chaque fois je les quitte parce qu'elles vont me trahir, donc je les quitte avant qu'elles me trahissent. Je les plante avant qu'elles ne me plantent. Bref, ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre. Je peux apprendre à faire confiance. Neuroflexibilité, c'est un outil que Dieu a donné qui est extraordinaire. Mais surtout, à titre personnel, je veux témoigner que là où Dieu m'a aidé terriblement avec les schémas, c'est que Dieu, tel qu'il est présenté dans la Bible, quand on lit correctement la Bible, c'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un de tolérant, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de patient, et puis c'est quelqu'un de drôlement bien renseigné. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Dieu, il sait qui je suis, il sait ce que j'ai dans mon cœur, il connaît mes forces, il connaît mes faiblesses, il connaît mes points faibles, et la conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'il m'aime. Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'il vous aime. Vous pouvez être un trafiquant de drogue, il vous aime quand même. Ça ne veut pas dire qu'il aime ce que vous faites, mais il vous aime quand même. Et il veut que vous ayez une vie heureuse. Alors ça a été vraiment pour moi une force extraordinaire pour regarder mes propres schémas bien en face, parce que il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas besoin de porter un masque, il n'y a pas besoin d'être hypocrite, il n'y a pas besoin de faire semblant. Il est au courant de tout. Il m'aime, il me donne de l'estime de moi et je peux commencer à travailler sur moi-même avec son appui. Dieu, quand on l'a rencontré, moi ça m'est arrivé à l'âge de 20 ans, c'était une différence énorme. Vous savez, moi j'ai grandi dans les Yvelines essentiellement, une ville un petit peu bourgeoise. J'étais le seul noir de ma classe, en plus j'étais petit, pas très beau, j'étais complexé, j'étais pas bien dans ma peau. Et donc j'avais mis en place des stratégies pour acquérir de la valeur, je faisais rire les uns, j'étais fort dans ceci, je me débrouillais par là. Et puis un jour j'ai découvert Dieu et j'ai découvert un Dieu que je n'avais pas besoin de séduire, un Dieu que je n'avais pas besoin d'acheter. J'ai découvert un Dieu qui m'aimait tout court. Et ça, mes amis, pour marcher droit, pour redresser un petit peu le torse, non pas avec prétention, mais tout simplement pour marcher, pas courbé par le poids de l'angoisse, de la honte ou de la colère, je ne sais pas quoi, mais marcher droit, naturellement, heureux comme un être humain. Connaître Dieu et s'approcher de Dieu, c'est quelque chose d'absolument magique. Alors j'espère que ce soir, je vous ai donné envie de découvrir et d'approfondir la question des schémas, c'est super intéressant. Je vous conseille le bouquin, je n'ai pas d'action, je n'ai pas de bénéfice, à vous, mais ça nous a fait tellement de bien, à mon épouse, à moi-même et à mes enfants maintenant, que je peux que le recommander. Creusez cette question-là, travaillez-là, et avec la neuroflexibilité, et si possible, si vous rencontrez Dieu ou si vous le connaissez déjà, avec l'appui de l'amour de Dieu,
vous verrez que les schémas vont perdre de leur puissance et que vous allez redevenir les maîtres de votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée. Je crois qu'il y aura un temps de questions tout à l'heure, s'il y a un petit interlude ou quelque chose. D'accord. Il y a une question sur Zoom, et la question c'est: est-ce que c'est l'adulte en nous qui analyse nos comportements? Oui. Est-ce que c'est l'adulte en nous qui analyse nos comportements? Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où notre intelligence n'est plus assujettie, n'est plus l'esclave de nos émotions, de nos blessures émotionnelles, bien c'est l'adulte en nous qui, soit lui-même, parce qu'il a les outils, il a les ressources intellectuelles pour le faire, soit avec l'aide d'un thérapeute, soit avec l'aide d'amis, soit avec l'aide d'un livre. Nous, on a utilisé un livre. Eh bien, on va pouvoir analyser ce comportement, et rien qu'en analysant, on va prendre de la distance. Vous voyez, je me répète beaucoup, mais ça vaut la peine. Si j'ai le nez collé sur mon... Ça, c'est mon problème. Si j'ai le nez collé sur mon problème, je ne le vois pas bien. Il est un petit peu flou, je le vois un petit peu vaguement, mais voilà. C'est seulement à partir du moment où je vais en faire un objet d'analyse. Pour l'analyser, il faut que je le mette à distance. Il faut que je l'examine, que je vois comment il fonctionne, que je le fasse tourner, que je regarde sur tous les angles, que je prenne peut-être le temps de me focaliser sur un point bien précis. Et à partir de ce moment-là, rien qu'en le mettant à distance pour l'analyser, il a déjà perdu un peu son pouvoir. Il a un peu moins de capacité à déterminer les réactions. Donc oui, c'est l'adulte en nous qui réagit, qui analyse et qui va arbitrer, sachant que l'adulte en nous, il n'a pas tué l'enfant en nous. L'enfant en nous, il existe toujours quelque part. Et c'est beau dans un sens. Mais il faut pouvoir également faire la part des choses et devenir les maîtres, les arbitres de nos vies, et ne pas être mené par le bout du nez, par des blessures émotionnelles, par des schémas d'inadaptation précoce. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être? Oui? Vous pouvez passer le micro peut-être? Quand on observe, on va dire, des blessures, on va dire ça peut être des blessures physiques, ça qu'on a à répétition, donc ça peut être des tendinites ou d'autres maladies. On sait que le corps peut nous parler par des maladies. On sait que du coup ça peut être lié à des blessures, on va dire, en enfant ou à notre schéma émotionnel. Mais du coup, comment on va dire aller plus loin? Parce qu'on peut l'avoir identifié, mais comment savoir d'où vient le problème, d'où vient la base? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où c'est tout à fait évident. Je me suis fait tabasser. Ça n'est pas vrai, hein, c'est une illustration. Imaginons que je me sois fait tabasser par mon papa tout le temps étant petit et je deviens soit complètement recroquevillé sur moi-même, soit au contraire hyper agressif, prêt à frapper pour un oui ou pour un non. Là, le problème est assez facile à identifier. Identifier le problème ne suffit pas à régler le problème. Identifier le problème, c'est la première étape. En fait, il faudra apprendre à l'identifier à chaque fois qu'il faudra prendre le contrôle sur moi. Par exemple, je reprends toujours le même cas du schéma d'abandon. Oui, il se trouve que j'ai un petit peu le schéma d'abandon, c'est pour ça que j'en parle. Pas au point de la jalousie, etc., mais un petit peu le sentiment d'être un petit peu à la marge. Bon. Si j'apprends à l'identifier à chaque fois qu'il essaie de me faire avoir une réaction, je suis en capacité d'amoindrir sa puissance par un raisonnement ou par une distanciation tout simplement, ou par un choix arbitraire. Ben non, je vais accepter l'invitation de Jonathan et on va passer un bon moment ensemble, même si quelque part j'ai une petite voix qui voudrait me faire croire qu'il ne m'invite que par pitié. Et puis enfin, il y a des cas où ça n'est pas évident. Et là, c'est la case thérapeute presque obligatoire. Il peut y avoir un exemple tout bête, c'est une petite fille qui a été abusée sexuellement étant petite, mais qui a tout refoulé. Elle ne se souvient pas vraiment. Il faudra faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire aller extirper les souvenirs au travers de thérapies. Ça peut être de la psychanalyse, ça peut être de l'hypnose, ça peut être différentes choses, pour pouvoir identifier le problème et commencer à le gérer correctement. Voilà, donc en fonction du problème, c'est plus ou moins facile. Il peut y avoir besoin d'aide, d'un thérapeute, d'un livre,
d'un ami, ou bien tout simplement on peut y arriver soi-même, ça dépend vraiment de la profondeur des choses. Merci. Je crois qu'il y avait encore une question. Vous avez parlé du coup dans le cadre de, je pense, de la pour se reconstruire, se reconstituer, donc de parler, de verbaliser, et par exemple d'en parler aux parents quand ils sont impactés, quand ils sont impliqués, on va dire, dans cette blessure. Mais je me suis posé une question bête, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Enfin, la question par exemple qui pourrait se poser, c'est est-ce que ça peut pas créer une culpabilité chez justement ces parents qui ont fait de leur mieux, typiquement ce que vous avez dit. Pourquoi venir faire, enfin, dans quelle mesure faire un reproche, entre guillemets, pourra être constructif pour soi, ou pour eux, je sais pas, sachant que c'est passé. Est-ce qu'il vaut mieux pas se reconstruire soi-même dans le silence? Est-ce que vraiment c'est utile? Enfin voilà, dans quelle mesure? C'est une excellente question, merci. Je crois que parfois le reproche est vital. Quand par exemple, je reprends l'exemple de la petite fille qui a été abusée sexuellement par son père, par exemple. Le reproche, je crois qu'il est vital et pour la petite fille et pour le père. Parce qu'il permet de poser la réalité de manière très objective et donc d'objectiver le statut de victime de la petite fille. Je pense qu'elle est en droit et même en devoir de dire à son père, ce que tu as fait était mal. Et tu m'as fait du mal et ça a eu des répercussions. Et je te le reproche. Maintenant, pour ma part, quand j'ai parlé à mes parents, je ne leur ai pas fait de reproche du tout. Parce que je sais que mes parents, ils m'ont donné le meilleur de ce qu'ils étaient capables de donner, partant de ce qu'ils avaient reçu. Et ce qu'ils avaient reçu n'était pas terrible. Et donc, même si moi j'ai eu des manques dans mon enfance, j'ai reçu beaucoup plus, mais n'empêche que j'ai eu des manques. Et donc, j'ai développé 2-3 petits schémas. Et donc, j'en ai parlé à mes parents, mais j'en ai parlé à mes parents en les remerciant, à ma mère en particulier, puisque mon père est décédé maintenant. Mais j'en ai parlé en disant, je ne fais pas de reproches et je suis reconnaissant de ce que vous avez fait. Mais voilà ce dont j'ai manqué, voilà les répercussions de ma vie. Je veux que vous le sachiez, parce que ça me fait du bien, et puis aussi parce que quand on se connaît mieux les uns les autres dans la famille, on est mieux en situation de s'aimer, de se comprendre, et puis ça peut permettre également de... comment dire ? Ça peut permettre de rétablir une certaine vérité. Par exemple, prenons le cas de l'enfant, la petite fille dont le papa était ministre et la mère était conférencière internationale. Peut-être que le papa n'a pas passé beaucoup de temps avec elle parce qu'il voulait absolument travailler. Elle l'a senti comme un abandon et comme un désintérêt de la part de son papa, mais peut-être que son papa, en fait, lui montrait de l'intérêt en travaillant très dur et lui montrant un exemple d'excellence parce qu'il était très fier d'elle et qu'il voulait qu'elle aille très loin. Et donc, en parlant, cela permet de mieux comprendre les motivations des uns et des autres et de ne plus être simplement dans la subjectivité absolue, mais d'être dans un échange, dans un partage et dans une compréhension mutuelle plus grande. Et si elle a le schéma d'abandon, peut-être que dans le futur, elle pourra se dire « Mais non, papa ne m'a pas abandonné, en fait, il était là à sa manière, ça n'était pas ce qu'il me fallait, mais il l'a fait à sa manière. » D'ailleurs, voilà ce que je peux répondre. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui est absolument formidable, qu'on a découvert il y a quelques années, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle les langages de l'amour. Vous connaissez les langages de l'amour? Oui. Et donc, les langages de l'amour, c'est une idée très simple, c'est qu'on se dit « je t'aime », mais on se dit « je t'aime » avec des mots différents ou des manières différentes. Moi, par exemple, j'aime bien qu'on me rende des services. Ma femme aime bien qu'on lui offre des cadeaux. Moi, je n'aime pas les cadeaux. J'aime les services. J'aime aussi les câlins. Je suis très tactile. Ma femme, pas très. Elle aime les compliments, les paroles valorisantes. Moi, pas. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est que des gens qui s'aiment peuvent se retrouver en détresse et en désespoir parce qu'ils s'aiment et ils ne se donnent pas l'amour dans la modalité qui est la leur et peuvent se retrouver vraiment vides et puis se séparer finalement, alors qu'ils s'aiment. Et donc, c'est un petit peu dans cette perspective-là, je dis que parfois, se parler, se dire les choses, ça permet de mieux se comprendre, de mieux s'aimer. Oui? Mais je pense par exemple, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un risque à s'adresser aux parents si le parent, par exemple, n'a pas fait de cheminement lui-même pour avoir une discussion réellement sans reproche, mais que l'enfant, l'enfant, on s'entend, adulte, qui va parler à ses parents,
se retrouve dans une situation à nouveau de victime. Par exemple, il dit bah, telle chose, tu étais absent, et que le parent nie en bloc, mais ne s'exprime pas correctement pour exprimer l'amour, etc. Que même l'enfant qui aurait été abusé, qui va exprimer, et que le parent, par exemple, pourrait totalement nier ce qui s'est passé. Ça pourrait être encore presque un deuxième abus. Le fait que le parent nie ce qui s'est passé, nie la gravité et l'action. J'imagine la blessure qui peut à nouveau être réveillée et du coup absolument pas guérie par cet échange. Oui, en particulier dans le cas où la victime n'est pas armée, n'est pas émotionnellement prête ou n'est pas soutenue par un thérapeute. Si elle n'est pas armée, ça ne va faire que renforcer le schéma et rendre les choses pires. Effectivement, si elle est armée correctement, ça va lui permettre, au contraire, de sortir par le haut. Pourquoi? Parce que si je parle à mon parent d'une forme de manque ou d'une forme d'abus que j'ai subi, et qu'il se révèle être complètement incapable d'écouter, et que je suis suffisamment assis émotionnellement et psychologiquement pour le voir clairement, je me rends compte que oui, effectivement, il est plutôt dans les mécanismes de protection, de dénégation, de refus du dialogue. Eh bien, c'est potentiellement un tremplin pour me sortir de la situation. Pourquoi? Parce que de la figure du père ou de la figure de la mère, je vais pouvoir passer à la perception d'un individu, tout simplement avec ses limites. Et quand ça n'est plus papa ou quand ça n'est plus maman et que c'est juste, cette personne-là, elle est incapable d'écouter parce que dès que tu la remets un peu en question, elle se recroqueville comme une huître sur elle-même. Bien, cette personne perd du pouvoir et du prestige et de l'influence directe ou indirecte qu'elle peut avoir sur toi. Donc oui, effectivement, ça peut être, merci encore une fois, ça peut être un problème de parler avec quelqu'un qui ne veut pas parler, surtout si on n'est pas prêt émotionnellement et surtout si on est très fragile encore et qu'on n'est pas prêt à se confronter. Mais si on a de l'aide, si on est soutenu et si on est suffisamment stable émotionnellement, ça peut être au contraire se retrouver face à un mur. Ça peut être une très bonne manière de se dire, ok, il y a un mur là, il y a une possibilité de dialoguer, je vais passer par là, je vais faire le tour. Voilà. Et je vais me construire autrement. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a peut-être encore le temps pour une question ou deux éventuellement, ça va? Eh bien, je cède la place tout simplement. Merci à vous, une excellente soirée.